Durant longtemps, je comprenais pas pourquoi on collait à cette cuisine cette étiquette de cuisine trop grasse, trop sucrée. Ce n'est pas vrai. Cette cuisine méditerranéenne qui s'inspire de la terre, qui est une cuisine qui respecte les saisons, qui est une cuisine avec sa diversité et ses variantes. Non, c'est une cuisine qui est très santé. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Vous le savez, la santé, c'est dans l'assiette. Je reçois aujourd'hui Sherazade Laoudedj. Bonjour Sherazade. Bonjour Philippe. Ça me fait plaisir de retrouver ma complice des années de Ramadan. Crois-moi, le plaisir est partagé. Et ça me manque, hein. C'est vrai. On va négocier les tarifs, mais. Ah, ça a augmenté depuis le temps. Hein. Ah oui. Je suis devenue plus célèbre, plus connue, plus plébiscitée. Donc oui, il va falloir bien négocier. Bien. Vous êtes l'ambassadrice, ça commence mal. Enfin, il va falloir bien négocier. Vous êtes l'ambassadrice de la gastronomie algérienne à travers le monde depuis des années. Pionnière des blogueuses culinaires. Vous êtes vraiment partie de cette première génération de 15 ans déjà. Ouais, de blogueuses avant que les réseaux sociaux s'en mêlent. Hein. Avant que le monde d'influence soit ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. C'était pas comme ça, ça passait par les blogs au début. Ça passait par les blogs au début, c'était très élitiste parce que très peu de gens avaient accès à Internet, avaient des intelligences, des téléphones intelligents et avaient l'accès justement à l'information. Et oui, c'était bien, c'était le bon vieux temps. Alors vous êtes né en Algérie, première partie de votre vie à Remchi. C'était à Oran. D'abord. À Oran. Oui, je suis née à Oran, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Karma, et qui est à côté de Sania, l'aéroport. Et après, on est parti à Remchi et j'ai vécu entre les deux villes. Après... Ah, j'ai cru que vous étiez née à Remchi. Non, je suis née à Oran. À Oran, d'accord. Et après Tlemcen ? Et après, non. J'ai toujours vécu entre Karma et Remchi. D'accord. Ça, c'est vos influences culinaires, les premières. Oui, j'ai une influence de l'ouest de l'Algérie. On va trouver les épices, on va trouver ses parfums, on va trouver ses tagines, on va trouver cette alchimie avec laquelle j'ai grandi. On va trouver la harira, on va trouver le meloui, d'ailleurs qui me rappelle des souvenirs quand je partais à Bonsekran. Ma grand-mère, elle habitait Bonsekran et je partais toutes les vacances. J'ai qu'une grand-mère parce que les trois autres sont martyrs. J'ai qu'une grand-mère et toutes les vacances, on les passait chez ma grand-mère. Donc on partait chez elle et elle savait que j'adorais ça. Le meloui, c'est cette fameuse pâte feuilletée. C'est pas le msemen. Le msemen, on va l'étaler avec de l'huile et c'est 4 feuilles qu'on va plier. Le meloui, c'est vraiment un truc très feuilleté qu'on va travailler avec du bon beurre, du beurre fermier. Et c'était tellement bon, ça sentait l'odeur. Parce qu'elle habitait une sorte de haouch et dès que je traversais le portail, je sentais cette odeur parce qu'elle savait que j'allais venir et elle me le faisait et je prenais ça avec du lait. De très beaux souvenirs. Ça, c'est la Madeleine de Proust, alors. C'est ma Madeleine de Proust, oui. Bon, vous avez fait des études de médecine. Tout à fait. Que vous avez abandonnées. Oui. Hein, voilà. Et après, vous vous êtes investi dans la cuisine. Je découvre que j'ai commencé avec la pâtisserie algérienne. J'ai découvert que j'étais douée. Bizarrement, parce qu'avant je faisais pas, j'observais ma mère, ma grand-mère faire, mais moi je faisais pas, j'avais pas le temps, j'étudiais et quand je commence à m'y mettre, comme je le dis souvent, une desperate housewife qui est rentrée en cuisine et qui n'est jamais sortie, donc je commence à m'exercer en pâtisserie, je découvre que j'adore ça, j'adore travailler les saveurs, les goûts, les couleurs, les formes et que c'est devenu une passion, une vraie passion. Et donc quand la passion est liée, donc on compte pas les heures et on le fait avec. Est-ce que vous diriez que vous êtes une autodidacte ou pas tout à fait ? Oui, une autodidacte. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses toute seule, par curiosité, par passion. Au début, c'est qu'on veut remplir un temps vide, parce que j'étais quelqu'un de très actif. Et après, ça devient une vraie passion on s'ennuie quand on la fait pas. Donc voilà, ça a commencé comme ça et l'aventure, elle continue jusqu'à maintenant. Alors, il y a eu le blog en 2010, Les Joyaux de Sherazade. Alors, Sherazade, c'est pas votre vrai prénom. Non. C'est votre mari qui a trouvé le prénom ? Tout à fait. Ouais. Mon vrai prénom, c'est Fatima Zora, Fatima Zahra. Et mon mari, c'est quand je voulais faire le blog, et je lui dis oui, je vais l'appeler comment ? Donc il me dit, mais tes gâteaux, c'est comme si c'était des bijoux, des joyaux de 1000 et une nuits. Bah tiens, et ça c'est sorti comme ça. Appelle-le les joyaux de Sherazade. Et Sherazade est née. Comme ça. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est votre nom, on va dire, public, mais finalement, c'est quand même devenu vous, Sherazade, quand même. C'est devenu moi. C'est devenu mon histoire, parce que Sherazade, elle raconte des histoires de son pays, les histoires de sa cuisine, de son enfance, de ses souvenirs. Les histoires, aujourd'hui, ça a commencé avec la cuisine, mais aujourd'hui, Sherazade, elle raconte l'histoire de cette belle Algérie, avec toute sa diversité, toute sa richesse. Elle raconte l'histoire de l'habit algérien, de la tradition. Elle raconte l'histoire du savoir-faire algérien.
Elle raconte les histoires des villes. Dernièrement, j'ai déjà fait un peu le tour de l'Algérie. Vous avez avec votre mini, Tout à fait. avec votre voyageur coccinelle. Tout à fait. Mais cette fois-ci, je suis partie toute seule et je suis partie chez l'habitant, chez les grandes familles de Tlemcen à Constantine, et c'était magique. C'était magique. Et Inch'Allah, je le ferai pour toutes les villes algériennes. Parce qu'encore une fois, l'Algérie, c'est moi. Et l'Algérie, c'est en moi. Et c'est un truc qui me passionne au-delà de tout ça. Je suis passionnée par la cuisine, mais la cuisine algérienne en particulier, et l'Algérie en général. Et à noter que vous êtes parti collecter ces recettes ancestrales auprès de celles qui en détenaient le secret. Ça, c'était vraiment, pour le coup, un boulot de recensement. Hein. Oui, c'est un vrai boulot de recensement, d'ailleurs, que j'ai commencé et que je vais continuer à le faire. Parce que notre mémoire, elle est détenue par nos mères et nos grands-mères. Moi, je me dis qu'on a une espérance de vie de 10 ans pour écrire cette histoire de la cuisine algérienne dans les détails. Dernièrement, j'étais à Constantine. J'étais chez on l'appelle Mamie Nounouche, que je salue d'ailleurs. C'est de la famille Ben Cherif. Elle est adorable, une mamie de 90 ans. Regarde Philippe, je rentre chez elle. Elle savait même pas que j'allais venir. Elle a 90 ans. Elle était habillée avec sa robe, avec son collier, son brushing et tout. Son sné à Constantine, le sné de cuivre, il est tout le temps posé. C'est comme si qu'on allait le recevoir à n'importe quel moment, avec les tasses de café, les gâteaux et tout. Et il y avait un gâteau qu'on appelle Ribit el-Mouref, que je ne connaissais pas du tout. Et elle m'expliquait avec beaucoup de passion et beaucoup de douceur et de gentillesse cette recette. C'est juste incroyable. Ouais. Non, cette histoire, elle n'est pas encore fixée, elle n'est pas encore écrite. Tout à fait. Non, il faut le faire. Exactement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous prenez un peu de largesse avec ces recettes authentiques? Est-ce que vous les revisitez ou vous les laissez telles quelles quand vous les publiez? Alors, un certain temps, je me donnais le droit de toucher. Aujourd'hui, je me dis, j'ai peut-être pas le droit de toucher. J'ai le devoir d'écrire la cuisine telle qu'on l'a apprise sans porter mes influences. Par exemple, je vais te dire un truc. Dans le centre de l'Algérie, dans l'algérois, il y a la sauce blanche. Moi, j'avais du mal un certain temps. J'aime bien la sauce quand elle est colorée, quand elle est parfumée. J'ajoutais du curcuma par-ci, du gingembre par-là. Aujourd'hui, j'apprends à apprécier ces sauces comme ça, telles qu'elles ont été créées et telles qu'elles ont été transmises de mère en fille. Et je me dis, c'est le devoir que je dois avoir. Après, on pourrait dire oui, je travaillerai la shorba beda à ma façon, mais la shorba beda, elle doit rester shorba beda et elle doit être transmise telle que, comme le mhawar, ce fameux couscous constantinois qui est fait avec 3 viandes et où il y a pas d'épices, mis à part un peu de poivre, et il y a pas de légumes, il y a que l'oignon qui a apporté toute sa magie. Et je me dis, il y a aussi ça, le goût, il est aussi ça dans cette simplicité. D'abord transmettre tel que, et puis après, voilà. C'est déjà pas mal de transmettre, de recenser, de transmettre. Pour un pays comme l'Algérie, ce pays continent qui n'a pas une cuisine mais qui a des cuisines, oui, c'est très important d'abord d'écrire et de récolter toutes ces informations qui est juste magistrale et majestueuse et faire par la suite le travail de enrichir davantage cette cuisine. Et pour finir la présentation, vous avez la couleur des yeux de votre papa. Exactement. D'ailleurs, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je paix à son âme. Vous publiez Algérie chez Thierry Soucard, montrez-le, c'est votre livre. Alors c'est un livre de recettes de cuisine et de santé. Il est beau votre livre. Il est extraordinaire. Il a mon image, t'as vu? Qu'est-ce qu'il est beau votre livre? Non mais c'est vrai qu'il est beau en plus. Il est très beau ce livre. Il est beau et il donne faim. N'est-ce pas? Voilà. Il donne faim et il promet une cuisine algérienne, méditerranéenne, saine et savoureuse. Et c'est ça. Moi, durant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi on collait à cette cuisine. Alors, à tort, parce que les gens ne la connaissent pas. Les Algériens eux-mêmes ne la connaissent pas dans sa globalité. Cette étiquette de cuisine trop grasse, trop sucrée, ce n'est pas vrai. Après, ça, c'est l'image. Franchement, moi, quand vous dites la cuisine algérienne, c'est une cuisine santé, c'est pas l'image qui est du tout véhiculée. Tout à fait. Ouais, de la cuisine algérienne, on dit, c'est trop gras, trop sucré. Une cuisine festive ou un peu de grain, c'est dans toutes les cuisines du monde où il y a ça. Mais cette cuisine méditerranéenne qui s'inspire de la terre, qui est une cuisine qui respecte les saisons, qui est une cuisine qui a fait que elle a encore une fois avec sa diversité et ses variantes. Non, c'est une cuisine qui est très santé. C'est une cuisine parfumée avec des épices bons pour la santé. C'est une cuisine parfumée aux herbes. On a des pains avec des herbes. On a des couscous roulés aux herbes. D'ailleurs, quand on parle de la cuisine kabyle, moi, je l'assimile facilement à la cuisine crétoise, qui est faite qu'à l'huile d'olive, qui est
on consomme peu la viande, sinon on la consomme séchée, où on consomme beaucoup de légumineuses, on consomme beaucoup de légumes, et chaque légume respecte son de saisonnalité. Donc oui, on va rendre à César ce qui appartient à César. Ouais, et cette cuisine algérienne méditerranéenne. Voilà, et c'est une cuisine santé. Mais qui mange encore comme ça au quotidien? Parce qu'on sait que la mondialisation est partout et que finalement, aujourd'hui, dans les grandes surfaces, vous avez les mêmes produits que partout dans le monde entier. Dans les grandes surfaces, en Algérie, il y a encore le petit hanout, le petit magasin qui vend qui vend les légumes qui viennent encore de la terre et où elles sont pas très belles. C'est sûr, on n'a pas l'obsession d'avoir un truc très beau, très esthétique et tout. Il y a de la terre et tout, mais c'est goûteux. Il y a encore ce goût en Algérie. Et d'ailleurs, je suis ravie que l'Algérie redevient un pays agricole. Tu as vu les récoltes de cette année du blé, c'est juste impressionnant. Allez peupler le Sahara. Était le réservoir de blé de l'Europe. Et ça va redevenir, j'en suis persuadée, parce que aller rendre ce Sahara vert et aller avoir cette volonté de le cultiver et de rendre l'agriculture une priorité nationale, bravo, franchement bravo. Et je suis fière de ce qui se passe actuellement, de cette révolution économique, agricole et culturelle. D'où vient la méconnaissance de la cuisine algérienne et d'où vient qu'elle soit aussi méconnue? Alors, elle n'est pas connue déjà en Algérie. Dis-toi, Philippe, que c'est un grand pays. C'est un très grand pays. C'est un pays continent. Où, moi, je suis venue en France en 2002, on bougeait pas. Moi, en 2002, quand je suis venue, je ne connaissais que la cuisine de ma région et encore la cuisine de deux villes où j'ai grandi. Mostaganem, c'est dans l'Ouest, je ne connais pas la cuisine de l'Ouest. J'ai découvert avec mon métier plein de recettes qui étaient méconnues. J'ignorais la présence de la sauce blanche, j'ignorais la présence de la chorba afrique, j'ignorais. Parce qu'on ne se déplaçait pas en Algérie, c'était une période très difficile. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la période du terrorisme. Et après, voilà, il fallait se reconstruire. Et moi, quand je parle de la femme, on ne bougeait pas facilement. Tu es obligé de bouger avec ta famille et encore. Et c'était un peu coûteux aussi de bouger. Il n'y avait pas cette culture de faire du tourisme. De voyager. De voyager en Algérie. Les choses changent actuellement. Donc il y a ça déjà. À la télé, on ne voyait pas. Il y avait une seule chaîne et cette chaîne ne montrait qu'une partie de la cuisine algérienne. Donc tout vient de là. Tout vient de ce pays qui est tellement grand. En fait, ce qui est qualité devient parfois défaut parce qu'il est tellement grand que les Algériens eux-mêmes ignorent la richesse de cette cuisine. Et on n'a pas travaillé sur cette promotion. Pareil, c'est un pays qui n'est pas touristique. Il n'y a pas du monde qui vont venir, qui vont découvrir cette cuisine. Ça commence parce qu'il y a les voyageurs là, les influenceurs. D'ailleurs. Et qui testent tous les endroits, tous les plats. C'est extraordinaire. D'ailleurs, ce qui est drôle, tu vois, le visa algérien, c'est l'un des visas les plus durs à avoir au monde, tu vois, c'est un sésame. Et quand ils l'obtiennent, ils sont ravis de dire je vais aller enfin en Algérie, je vais la découvrir. Mais honnêtement, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que je me dis, l'Algérie n'a pas besoin d'un tourisme de masse, elle a besoin d'un tourisme de qualité. Elle a besoin de gens qui vont venir apprécier l'Algérie à sa juste valeur, qui vont apprendre à l'aimer comme l'Algérien l'aime, qui vont apprendre à se fondre dans la masse et à découvrir ce beau pays avec toutes ces toute cette diversité, toute sa richesse, tout ce qu'il a de bien ou pas bien, hein, parce qu'il y a aucun pays qui est parfait. Mais quand on aime un pays, on aime même ses côtés négatifs. C'est comme ça. C'est vrai que le régime méditerranéen a la cote aujourd'hui, puisque des études scientifiques prouvent que c'est le meilleur régime au monde pour la santé. Je reçois aujourd'hui. C'est parce que c'est un mode de vie, c'est pas un régime. Si on se prive pas, on mange. Ce régime alimentaire. Ouais. C'est ça. On mange des produits sains, on mange de façon équilibrée. Tu vois, quand on prend par exemple le couscous, le fameux couscous, pour moi c'est l'un des plats les plus équilibrés au monde. T'as des féculents, t'as de la viande, t'as des légumes en abondance, t'as des légumineuses, t'as des épices. On met pas beaucoup de gras dans ce bouillon. Et pourtant on en a beaucoup de bouillon. Moi je dis le seul défaut du couscous, c'est qu'il est tellement bon qu'on en mange beaucoup. C'est la quantité que les gens s'ingurgitent, mais à la base c'est un plat, quand on prend des doses normales et équilibrées, c'est l'un des plats les plus sains au monde. Ouais.
Il est de quelle origine, le couscous? Il est algérien. C'est le gars qui cherche les problèmes. Non, Parce que vous le dites dans votre livre, c'est pour ça. Mais honnêtement, Philippe, honnêtement, quand on voit, encore une fois, il est devenu un plat national dans plusieurs pays. Moi, j'ai découvert que même au Sénégal, c'est un plat national. Au Sicile aussi, c'est un plat national. Donc, ce plat, il a voyagé. Mais quand tu vas voir, historiquement, archéologiquement, les premières traces trouvées, c'était 3 siècles avant, dans les tombeaux de Massinissa, avant Jésus-Christ. Donc, le premier couscoussier, il vient d'où? À Tiaret, on le trouve à Tiaret. Donc il est en Algérie. Qui était le blé? Il se trouvait où? Il n'y avait pas ailleurs chez les voisins. Le blé, l'Algérie était le grenier de l'Europe. L'Algérie cultivait le blé et c'est la matière première du couscous. Donc oui, moi je dis c'est des preuves scientifiques. Voilà, tout simplement. Il est algérien par des preuves scientifiques. C'est pas moi qui le dis, c'est la science qui le dit. Au moins on est tranquille. Oui. On parlait de la méconnaissance de la cuisine algérienne. Alors par les Algériens, mais dans les autres pays. Alors, il y a un plat quand même qui s'est fait sa petite place, c'est la chorba. Ah oui, tu as vu qu'elle a été classée plusieurs fois. Ouais, la chorba, aujourd'hui, même les non-algériens savent ce que c'est. La chorba vermicelle, la chorba filik, elle se fait bien connaître. Ouais. Non, mais la chorba, les gens savent que c'est une soupe déjà. Oui, voilà. Mais on a avancé. Il y a 20 ans, tout le monde ne savait pas. C'est vrai, comme le makrout, pareil, makrout louz, là, il a été classé plusieurs fois l'un des meilleurs gâteaux dans sa catégorie. Donc oui, c'est que moi, je salue vraiment le travail fait avec tous ceux qui sont actifs sur le web. Parce qu'il y a des pages qui font un travail formidable, mais vraiment. Et c'est des gens volontaires. Tu vois, c'est une armée volontaire sur le web qui fait la promotion de l'Algérie dans sa globalité et de la cuisine algérienne de façon particulière. Donc oui, c'est un travail qui a commencé il y a quelques années avec les fameux blogs où on ne savait même pas que la harira existait aussi en Algérie. On savait vraiment pas beaucoup de choses et que depuis le temps, il y a du chemin qui a été parcouru et il y a beaucoup d'acteurs qui sont rentrés en jeu et alhamdoulilah, les choses bougent et changent. Et un autre plat a trouvé sa place sur les tables, la brique. Ah oui. La brique. Bourek, brique, c'est ça. Bourek, brique, ouais. Voilà. Donc, donc ça pareil. Est-ce qu'on peut ne pas aimer ce truc-là? C'est formidable. Non. Tu vois, on a du croustillant et on peut varier les plaisirs. On peut mettre des farces. Enfin, tu vois, on en a pour tous les goûts. T'aimes pas la viande, il y a le poulet. T'aimes pas le poulet, il y a les légumes. T'aimes pas les légumes. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour absolument tous les goûts et c'est très très bon. La semaine dernière, c'était les fêtes de l'Aïd El Kébir et on a mangé des abats. Et là, dans votre livre, je suis content parce qu'il y a énormément de recettes d'abats. Ça se perd un peu quand même les abats dans les nouvelles générations. Pas assez à mon goût, mais il y en a. Ah non, il y en a. Parce qu'il fallait... Le foie, par exemple, ça, moi j'adore le foie. Tu vois, et j'en ai mis plusieurs variantes parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le faire, le foie. Et pareil, moi le foie, c'est waouh, c'est un truc, c'est quelque chose, surtout quand il est bien préparé. Kebda. Par exemple, quels sont les moyens parce que c'est pour faire manger du foie aux enfants, en fait, qui font un peu la soupe à la grimace, parfois. Alors, le kibda, déjà, il faut apprendre à la préparer, à enlever tous les ligaments, à enlever le petit film qui est au-dessus pour avoir quelque chose de très tendre. On l'a fait on l'a fait à la tomate, on l'a fait avec shelmoula, avec les herbes, on l'a fait aux oignons et c'est très bon, surtout quand les oignons sont caramélisés. On l'a fait, il y a une recette à Moustaganem où ils la font même sous forme de pâté, elle est mixée avec des herbes et ils la cuisent dans un bain-marie. Et c'est une recette. Non, c'était pas à Moustaganem, c'était à Ain Toumoушent. Une fois, je suis partie. Et il la sert comme ça en pâté. C'est tellement bon. Froid, oui. Froid. Pâté de foie. Ouais. Ah, je goûte ça. Chermoula, pour tout le monde, c'est une sauce. Chermoula, c'est une sorte. C'est comme le pesto. C'est fait avec des herbes, persil, coriandre, ail, pas mal d'ail. On peut la pimenter ou pas. Voilà, c'est surtout ça. L'essence de la chermoula, c'est l'ail et les herbes. Pour les tradis, Osban. Et l'huile d'olive. Osban. C'est pour les tradis, ça. Regardez, déjà je vois les têtes. Ça, non, mais ça prend du temps, Osban. Ça prend du temps. Il faut beaucoup d'amour, une bonne aération. Oui. Il faut vraiment aimer le faire. Regarde, moi je le mange pas. Et mon mari l'adore. Et je le fais. Je le fais par amour. Et je le fais très bien, tu sais. Il va falloir nettoyer, mais j'ai une technique très facile pour nettoyer la panse. Tu sais comment? De l'eau chaude, très chaude, avec de la levure boulangère. Tu trempes dedans quelques secondes, ça se gratte tout seul. Elle devient blanche comme de la neige. Et ça va tout seul, vraiment. Parce qu'il faut gratter là-bas. Non, là ça marche, je te promets. Avec la levure boulangère, dedans, dans de l'eau chaude, quelques secondes, ça va se gratter, ça va partir tout seul.
Alors, quels sont les principes de la diète méditerranéenne, Sherazade? En gros. Des légumes, ouais. beaucoup de légumes. Beaucoup moins de sucre. Il y a presque pas de sucre dans la diète méditerranéenne. De l'huile d'olive, la matière grasse est super importante quand on l'a choisie. C'est surtout ça. C'est un régime faible aussi en gras. Tu vois, dans nos villes, avant, la viande, elle était séchée. Donc le gras, il était séché et du coup, il était moins nocif. Oui, c'est surtout ça. Tu vois, quand tout à l'heure, je t'ai parlé de la cuisine kabyle, tu sais qu'ils n'ont pas de dessert. Il n'y a pas de dessert en Kabylie. On va manger, par exemple, il y a le bagrir, le sponge et tout, qu'on va servir avec le miel. Mais des desserts avec du sucre, il n'y en a pas. Une petite figue séchée à l'huile d'olive. Ça fait partie du régime kabyle où dans chaque maison, on a ce petit bocal en verre avec les figues trempées dans l'huile d'olive. Et ça, tous les matins, je crois que tu peux gagner 5-10 ans d'espérance de vie facilement. D'accord, mais il n'y a pas de culture du dessert, en fait, de la touche sucrée en fin de repas. En Kabylie, non. La seule touche sucrée, c'est les fruits. Ils mangent des fruits. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas... C'est-à-dire, dans la cuisine algérienne, moi, je suis en train de... Forcément, on a des desserts, on a des gâteaux, on adore les gâteaux. La pâtisserie algérienne, pour moi, c'est l'une des meilleures au monde. D'ailleurs, on en parlera un jour. Mais quand on va prendre, il y a une grande part du régime méditerranéen dans cette cuisine algérienne. Les Algérois disent que la meilleure pâtisserie du monde, c'est la pâtisserie algéroise. Non, algérienne en général. Il faut prendre tous les codes de la cuisine algérienne. Il faut qu'on en parle. Ouais, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Eux, ils disent, c'est la pâtisserie algéroise. Moi, je parle de pâtisserie algérienne. Parce que j'aime bien prendre de toute cette Algérie pour en faire un nouveau mélange et une nouvelle façon de voir les choses. Je ne parle pas région, même si j'attribue par exemple la cuisine constantinoise, la cuisine algéroise, la cuisine oranaise, tlemcenienne, mais j'aime bien parler au nom de toute cette Algérie, donc je prends de chacun ce qu'il y a de bien et je fais un beau mélange, un beau bouquet. Vous parliez des sources de gras. Alors il y a l'huile d'olive, mais pas que. Il y a aussi votre célèbre semaine. Oui, le beurre clarifié, qui est un exhaustif de goût. C'était une source de gras quand même importante. Oui, mais elle était utilisée avec modération. Le gras, on peut pas enlever complètement. C'est pas le gras c'est la qualité de gras qu'on va utiliser, de 1, et la quantité de gras qu'on va utiliser. Après, enlever complètement le gras, pour moi, je crois, est-ce qu'il y a des nutritionnistes qui vont l'enlever complètement? Il y a du gras dans le corps humain, tu vois. Donc pour moi, le cerveau a besoin de gras. Exact, c'est la modération. Et dans le beurre clarifié, c'est qu'on va enlever la caséine et le petit lait. Le produit, il se conserve longtemps. Il rend les plats meilleurs et les desserts et les pâtisseries meilleures. Et encore une fois, tout est dans la modération. Les Indiens appellent ça le ghee. Appellent ça le ghee. Longtemps, votre secret de beurre clarifié est resté caché. Mais là, vous le donnez. C'est quoi le principe du beurre clarifié? Alors, moi, j'utilise parce qu'il y en a... C'est une technique à vous. En fait, il y a le beurre clarifié qui est rance. Moi, je l'utilise pas. Moi, j'utilise un beurre qui peut s'adapter à tous les goûts. Mon beurre clarifié, c'est du beurre qu'on va mettre à fondre et qu'on va lui ajouter de la semoule d'orge qui va absorber tout ce petit lait et cette caséine et qui va le parfumer en plus. Et on peut lui ajouter 2-3 dattes, il ne sera que meilleur. Et à l'époque, il mettait du thym, il mettait plein d'herbes aussi pour lui ajouter du goût. Ça peut se conserver combien de temps le semaine? Longtemps, quand il est dans un truc à l'abri de l'humidité et tout, il se conserve des mois, il bouge pas. Alors, le prix de l'huile d'olive aujourd'hui s'est envolé dans le monde entier. Il a doublé. Ah bah oui, il a doublé. Tu sais que je suis nul pour les prix. Ah non, ça a doublé en 4 ans. Maintenant, une bouteille d'huile d'olive, c'est 12 €. Une bouteille d'huile d'olive de qualité? Ouais, non, pas de qualité. Même celle là-bas basique. Une bouteille d'huile Puget. Enfin, je ne dois pas dire de marque ou Puget ou... Cite deux autres marques. Deux autres marques. Il va mettre Numédia. Numédia, Puget et Monoprix. Voilà. Mais donc, est-ce qu'il y a des alternatives à l'huile d'olive? C'est devenu super cher, l'huile d'olive. C'est mon combat, Sherazade. Moi, je ne comprends pas
comment on arrive à faire payer à des gens Peut-être qu'elle est cultivée moins, peut-être qu'il y a plus de demandes qu'il y en a d'offres. Non, il y a eu une pénurie d'olives pendant deux saisons, mais c'est quand même c'est hors de prix maintenant. Après, une alternative à l'huile d'olive, je crois pas. On va utiliser d'autres huiles comme l'huile de colza, comme l'huile de... Il y a des huiles, l'huile de lin, l'huile de noix, mais est-ce qu'elles sont moins chères? Je crois pas. Elles sont pas celles-là, ces deux-là, elles sont pas forcément moins chères. Donc, est-ce qu'il y a une huile moins chère et qui est bonne pour la santé? Je sais pas. Quoi? L'huile de colza? Je sais pas, dis-moi. Moi, je cherche des sources de gras qu'on pourrait... Je m'y connais pas trop en prix, moi. C'est pas moi qui fais les courses. Je vais vous emmener un jour faire les courses. Ah, c'est pas vous qui faites les courses? Des grosses courses comme ça, c'est mon mari qui les fait. Tu vois, tout ce qui est prix, l'huile d'olive. Par contre, lui, il est imbattable. Ah ouais. Ou, quand je fais les courses, je ne regarde jamais les prix. J'achète. Ah ouais, alors ouais, bon. Enfin, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont compris que le pouvoir d'achat avait quand même considérablement baissé ces dernières années. C'est vrai. Par exemple, on garde... Mais partout, hein. Ouais. La moutarde. En Algérie aussi, il y a beaucoup de prix qui ont flambé. Donc oui, partout. C'est l'effet Covid et l'après-Covid. Alors, il y a un produit qui commence à être branché, c'est le kadid. Alors même la boucherie... Kadid. Comment tu dis? Kadid. Kadid. T'as toujours pas du mal avec le qa. Mais dis-le, toi. Kadid. C'est bien. Comme elle a dit Sherazade. Comme elle a dit elle. Comme elle a dit, voilà, pour ceux qui ont la ref. Je salue Michel Cardoz, d'ailleurs, qui réalisait l'interview de Khaled. Comme elle a dit, c'est devenu même, c'est un truc de malade. Ouais. Et il y a un revival du Hadid quand même. Tout à fait, ouais. parce que c'est bon. C'est bon et ça redevient à la mode. Une bonne partie de nos plats ont été faits avec. C'était une bonne méthode de conservation de la viande. Et elle a plus de goût quand on l'utilise comme ça. 60 recettes. Donc, alors, c'est simple, il n'y a pas énormément d'ingrédients. C'est hyper facile pour tout le monde. Et c'est très à part facile 2-3 qui sont un peu plus compliqués. C'est bien expliqué. On a essayé de varier les plaisirs entre entrée, plat, dessert. Tu vois, j'ai mis même des recettes qui commencent à disparaître en Algérie, comme les feuilles de vigne. Tu as vu la recette Oui, sur les feuilles de vigne, ouais. Ouais, les feuilles de vigne. Alors c'est marrant, moi je pensais pas que c'était algérien. J'aurais plutôt, j'aurais mis ça, tu vois, plutôt côté Liban. Oui, ça existe au Liban et tout, mais ça existe aussi en Algérie. Dis-toi que c'est un pays de vigne, l'Algérie, donc c'est normal que cette préparation existe. Par exemple, pareil, c'est un plat que j'ai trouvé dans de vieux livres algériens, les aubergines farcies. C'est super bon aussi. Et pareil, en fait, je suis en train de me documenter et de me ressourcer avec ce qui a été déjà écrit, encore une fois, et chez les grandes familles. Parce que l'Algérie, c'est 20-30 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à disparaître malheureusement. Et alhamdoulilah, maintenant, on fait un vrai retour aux sources. Moi, je fais ce travail-là, et d'autres aussi le font. Un vrai travail au retour aux sources, travail de recherche dans les livres qui ont été écrits. D'ailleurs, je salue. Il n'y a pas énormément de livres, mais il y a 2 très beaux livres, par exemple de Madame Sqli et Madame Bouayed, qui datent des années 70, et que c'est un bel héritage sur lequel on est en train de s'appuyer et travailler. J'attends de récupérer des livres qui datent des 1900, du début du siècle, où je ne me rappelle plus le nom, je te dirai après celui qui l'a écrit, pareil sur la cuisine algérienne. J'attends de les récupérer parce que c'est un livre très rare sur lequel je vais travailler, en plus du travail qu'on fait auprès des familles qui sont les gardiennes du temple et auprès desquelles on pourrait récupérer cette matière. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si les gens ont cuisiné avec, et puis tu sais, tu peux voir des taches de gras sur les livres ou des cornes, parce et là tu vois si le livre il a été utilisé ou pas. Avec Sherazade Laoudedj qui est avec nous aujourd'hui, l'ambassadrice de la cuisine, plutôt de la gastronomie algérienne à travers le monde, est là pour nous présenter son livre de recettes, un livre de recettes saines et savoureuses, bonnes pour la santé, puisqu'elles intègrent les principes du régime méditerranéen. Le livre est chez Thierry Soucard. Comment vous expliquez finalement qu'on ne parle jamais de l'Algérie quand on parle du régime méditerranéen ? Alors ça, je ne pourrais pas l'expliquer, et je ne le comprends pas, et je ne le tolère pas. Tu te rends compte, je découvre qu'il y a un truc inscrit à l'UNESCO appelé la diète méditerranéenne. Et l'Algérie n'est pas dedans. Alors, je sais que chaque dossier, c'est les pays qui déposent la candidature. Mais un organisme comme l'UNESCO, un pays comme l'Algérie où il y a 1600 km de côte,
c'est l'une des plus grandes côtes méditerranéennes. Comment vous pouvez faire une diète méditerranéenne et ne pas inscrire l'Algérie? On va trouver le Liban avec 240 km, on va trouver le Maroc avec Saidia, je sais pas il y a combien. On va trouver plein de pays où ils ont des petits bouts de cette Méditerranée et qui sont inscrits et l'Algérie n'y est pas. Même si l'Algérie n'a pas déposé sa candidature, parce que je sais qu'il y a une candidature par an. Ah, c'est pas déposé en fait. En fait, regardez, je sais que chaque pays a le droit à une candidature par an. Mais quand l'UNESCO décide d'inscrire la diète méditerranéenne, c'est lié à la Méditerranée, c'est pas lié à une volonté de... Le dossier n'a même pas besoin d'être fait parce que l'Algérie parle d'elle-même. 1600 km de côte. Dites-moi qui a plus. Allez, on va faire des enchères. C'est plus, c'est moins, vous mettrez en commentaire si vous voyez la vidéo. Ouais. Qui a plus que l'Algérie en Méditerranée, qu'on en parle et qu'on en discute? Ça devrait être fait d'office en fait. Oui, ça doit être fait d'office. D'ailleurs, quand on pense Méditerranée, on pense Algérie. C'est une évidence. Donc je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas inscrit de façon d'office l'Algérie dans cette diète méditerranéenne avec ses 1600 km de côte. Alors j'aime particulièrement vos recettes parce que vous introduisez que des légumes que j'aime. Alors par exemple, l'artichaut. Je sais que tu aimes l'artichaut. Le fenouil, le navet, le navet amer. Alors ça c'est pour les robustes. Et pour les connaisseurs, parce qu'il faut connaître ce légume. Il a un goût très particulier, mais c'est vrai qu'il donne un très très bon goût aux sauces. Le céleri, les petits pois, enfin tous ces légumes. Moi, mon petit pois, c'est toute mon enfance. Peut-être je te rappelle, une fois on en a parlé. J'étais très compliquée petite, mais les petits pois c'était le seul légume que je mangeais sans faire galérer ma maman. Parfois, dans certaines de vos recettes, vous autorisez les petits pois surgelés d'ailleurs. Oui, parce que pour moi, c'est pratique. Ouais. Honnêtement, déjà à l'époque, quand c'était la saison, on était en corvée épluchage de petits pois et nos mamans mettaient les petits pois dans une bouteille et les mettaient au congélateur. Parce qu'on congelait, avant les enseignes de congélation, on congelait parce qu'on le conservait, parce on aime bien le manger tout au long de l'année. Donc pour moi, c'est pratique. Et en plus, moi je ne crois pas sur nos étals, on a des produits frais. Le produit congelé, il est frais. Il est congelé juste après la récolte. Frais, il est congelé frais. Il est congelé frais. Donc pour pouvoir manger des petits pois et des fèves et tout, on t'en prend des produits. Les fèves, j'ai oublié les fèves. Ah, ça c'est bon, les fèves, avec du cumin. Ouais, c'est magnifique. Le goût des fèves, c'est extraordinaire. Mais fraîche, parce que sinon... Fraîche. Sinon, après, même les sèches, quand on les fait bissara, tu vois, quand on les fait... c'est quoi bissara? Cette purée, comme la purée des pois cassés. Ouais. Quand on la cuit, on l'agrémente et tout, avec un peu d'huile d'olive, c'est très bon. Alors, il y a une recette aussi, parce qu'on parlait des recettes qui avaient réussi à pénétrer en France. Il y a le felfel. Ça commence beaucoup. Oui. Ouais. Moi, je le vois beaucoup sur les tables apéro. Le felfel. Grillé. Ouais. Ah, c'est toute la magie du felfel quand il est grillé avec ce goût fumé. Tu vas découper comme ça avec de la tomate, de l'ail ou de l'oignon, avec un peu d'huile d'olive. C'est l'une des plus grandes merveilles de l'Algérie, de la cuisine algérienne. Tu vois, il y a pas une table algérienne où on trouve pas le felfel. C'est magnifique. Ouais. C'est l'entrée. L'entrée. Ouais. C'est goûteux. Il se mange seul, avec du pain ou pas. C'est du goût. Le goût, il est là. Le goût du soleil, le goût de cette Méditerranée, le goût de ce bon fruit, le goût du fumé, c'est le goût. Alors, on se bat toujours avec l'imam Abdelali Mamoun. Ça se mange chaud ou froid là? Les deux. Les deux? On peut manger les deux, ouais. Oui, il se mange en salade, en froid, et il se mange aussi chaud. Et c'est des recettes différentes. C'est vraiment des recettes différentes. Et même la façon de découper va changer son goût. Il y en a qui le découpent gros, il y en a qui le découpent tout petit. Limite, ils se transforment un peu en hachis. Donc, ça aussi, c'est des recettes différentes qui vont faire que le goût va changer plus ou moins. On parlait de petits pois tout à l'heure. Il y a une recette pour ceux qui aiment les abats, de jardinière à la panse d'agneau. Ça, c'est magnifique. Alors, si vous me dites comme ça, là, je vous crois, Sheraz. Là, merci de votre aide. Alors, il y a, par exemple, une des reines de la Méditerranée, c'est la sardine. Ah oui. Voilà. Et vous faites un tagine à la sardine. Ah oui. Et vous dites que le secret de la réussite de la recette, c'est la façon dont on respecte la sardine. Ah oui. Ça veut dire quoi, respecter la sardine? Enfin, la façon dont on va la nettoyer. Moi, par exemple, quand je fais dolma, tu vois, quand je fais une dolma aux sardines, je ne vais pas hacher la sardine. Je ne vais pas la mixer. Parce que pour moi, c'est déstructurer tous les fibres et déstructurer tout le goût. Je vais la découper.
soit au ciseau, soit la découper avec un couteau, mais vraiment pour garder des morceaux de sardines, pour qu'on puisse, même quand on fait des boulettes ou quand on fait des croquettes, quand on puisse ne pas déstructurer le goût de la sardine. Mais des recettes de sardines en Algérie, il y en a en voiture, en voilà. Tu vois, ça part de la sardine mchouia, juste comme ça, avec un peu de sel et sur le feu. Ça va à la sardine à la chermoula, tu vois, celle on fait la chermoula et on fait des sandwichs de sardines qu'on va soit mettre au four, soit frire. Ça va à la dolma, à tagine dolma. Ça va au chou farci à la sardine aussi, sous forme de mhencha. Ça, c'est original pour le coup. Hein. Ouais. Et c'est une recette de Mostaganem et c'est un délice. Tu vois, moi, je t'ai dit, je suis de l'Ouest, mais je ne connais pas toutes les recettes de l'Ouest. Encore une fois, je n'ai pas cette prétention, avec tout ce travail que je fais depuis des années, et je n'ai encore pas cette prétention de dire je connais toutes les recettes. J'avais par exemple une qui bossait avec moi, qui est de Mostaganem. Les recettes à base de poisson à Mostaganem, on peut écrire des livres et des livres dessus. C'est qu'on ne met pas assez en valeur les recettes, pas que la sardine, les recettes de poisson et de fruits de mer qui existent en Algérie. Parce qu'à un certain temps, le produit est devenu très cher, donc pas à la portée de tout le monde, même la sardine, et ça je ne comprends pas. Mais je crois qu'on c'est un plat de pauvre, hein, la sardine, il faut dire. Mais on commence, je crois, à rationaliser de plus en plus ses richesses et à structurer à structurer de plus en plus ces richesses pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir manger des poissons et de la sardine surtout. Dans cette émission. Avant, tu vois, quand on était jeune, la sardine c'était le plat du pauvre. C'est quand t'as pas du tout, tu manges des sardines avec des frites et voilà. Mais oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus. Et d'un point de vue nutritionnel, c'était bien. La sardine, c'est génial. Hein. Ben oui, tu manges, t'as des féculents, t'as de la sardine. Que demande le peuple? Et on avait la fameuse salade, parce que les salades sont très présentes en Algérie. Les salades à la laitue, les salades vertes, les salades à concombre, le salade de khiyar, j'adorais ça en été. Vous enlevez les pépins, oui. Ouais. Le concombre, des tomates, des olives, les oignons verts parce que c'est la saison, un peu de menthe et que du bonheur. Oui, ça c'est simple. Celui qui connaît les prix de la sardine dans cette émission, c'est l'agent Fofo qui peut vous dire où est la sardine la moins chère de Paris. Ah, vas-y, partage. À Ménilmontant. Où précisément à Ménilmontant? Au marché, c'est ça, au marché. Elle est à combien en ce moment la sardine? Entre 4 € et jusqu'à 5 €. Lui, il connaît les prix. Parce que lui, il fait les courses. Il est un peu radin. Alors tu sais, des fois, il m'annonce des prix. Je dis mais attends, c'est pour 1 kilo. Il a raison. Il est économe et il cherche le bon prix parce qu'il y a des prix qui sont indécents. 4 €, ça me paraît bien. Mais elle vient d'où cette sardine? De la Méditerranée. C'est vrai? Ouais. Non mais vas-y. Non mais c'est ce que je lui dis. Non mais à mon avis, il va à la fin du marché. Hein. Oui, je vais à la fin du marché. Effectivement. Vous allez à l'agent Fofo, va à la fin du marché. Les astuces. Ouais. Tu dois écrire un livre sur ça. On doit faire une émission sur ça. Ouais. Tu as les meilleurs les prix. Astuces, ouais. Et alors après, il achète le piment, les poivrons, exactement, et des tomates. Ouais, parce qu'il fait la shorba aussi. Et c'est toi qui cuisines? Oui, avec ma grand-mère de temps en temps. Machallah. Un jour, je viendrai cuisiner avec ta grand-mère. Avec grand plaisir. Ouais, non, parce que voilà, c'est ça, c'est comme ça de... Bah oui. Bravo, Fofo. Je suis fière de toi. Alors, d'autres recettes qu'on voit pas toujours dans votre livre, qu'est-ce qu'on pourrait donner pour ceux qui nous écoutent? Alors, bon, ça, il y en a une qui, quand même, là aussi, on le voit depuis 4-5 ans, est devenue très populaire, c'est la rechta. Oui. Moi, je sais pas pourquoi il y a eu cet engouement pour la rechta, mais là, il y a vraiment un super engouement. Parce qu'il y a le livre Test Atlas qui l'a inscrite comme meilleure dans sa catégorie de nouilles et de pâtes. Mais la rechta, c'est un vrai savoir-faire et c'est exceptionnel. La rechta, t'imagines, déjà, les pâtes sont faites avec de la semoule. Travailler les pâtes sont très très fines. Tu vois la finesse de cette pâte-là. Il faut vraiment avoir un vrai savoir-faire pour avoir des pâtes fines et qui se cassent pas et qui se tiennent à la cuisson. Cette sauce qui est d'une simplicité mais d'un goût extraordinaire qui est parfumé au navet. Tu sais que dans la sauce, pour accentuer le goût du navet, parce qu'à la base elle est faite avec du navet, la sauce, et c'est une sauce blanche faite avec du navet, on va râper aussi du navet dans la sauce pour ajouter du goût. C'est d'une finesse, c'est d'une délicatesse, c'est à la fin pour les savants et les fins gourmets, ils ajoutent une pointe de fleur d'oranger et un peu de cannelle. T'imagines l'alchimie, t'imagines le bonheur, t'imagines la justesse dans le goût. Et où on mange une bonne rechta à Paris alors? Alors, ce qui est bien, parce qu'on va parler d'un sujet qui est très important, qu'il y a de plus en plus de restaurants algériens qui ouvrent leurs portes et qui font les choses bien. D'ailleurs, je salue la table de Imma,
un vrai coup de cœur. C'est devenu des amis. Je salue le travail qu'ils ont fait pour la décoration du lieu. Chaque coin raconte un peu l'Algérie, de la finesse des plats qu'ils présentent, les serveurs, comment ils sont habillés avec le bleu Shanghai et la marinière. Et j'adore ça. C'est un vrai coup de cœur. Et ils ont même fait dernièrement, ils ont fait la rechta traditionnelle et tout. Et je crois qu'ils ont lancé la rechta à la truffe. C'est bien aussi. C'est bien. Alors, ça c'est parce que vous êtes un peu algérienne. Vous dites que je suis pas un peu, je suis très algérienne. Les pâtes sont une spécialité algérienne. Et je crois qu'on les a appris aux Italiens. Et là, je me suis dit bon, d'accord. Je peux pas lutter. Regarde, les Philippe, pâtes, spécialité algérienne, méconnue. Regarde, moi on me dit pourquoi tu mets pas le drapeau quand tu es dans des expositions. Mais je le dis, je suis le drapeau, je suis un drapeau ambulant. Donc quand on parle des pâtes, c'est vrai, parce qu'on met souvent en avant le couscous, mais on parle pas assez des pâtes, des diversités de pâtes en Algérie. Tu vois, on parle cherchoura, trida, rechta, tlitli. C'est un vrai savoir-faire. Douida, elles étaient roulées à la main les pâtes à l'époque. Tu vois, c'était toutes les femmes de la famille qui se rassemblaient et qui étaient de corvée ou d'atelier roulage et d'atelier façonnage des pâtes, et ils faisaient ça pour toute l'année. Donc c'est une sorte de pâte, et ces pâtes, elles sont ancestrales. Ouais. Elles sont vraiment ancestrales, et on a gardé ça génération après génération. Voilà, ce savoir-faire, il existe encore aujourd'hui. Tout à fait. Et ce qui est bien, parce que ce qui a fait que ces pâtes n'étaient pas connues et on n'arrivait pas à les démocratiser, parce qu'elles n'existaient pas à l'état commercial, c'est-à-dire industriel. Tu vois, le couscous, si on ne l'avait pas industrialisé, qui aurait mangé autant le couscous? Parce qu'il faut le rouler, il faut le préparer. Ouais. Mais parce que le couscous est devenu industriel, que tout le monde le consomme. Les pâtes, s'ils n'étaient pas industrialisées par les Italiens, les pâtes italiennes, qui les aurait consommées dans le monde? Personne ne les aurait fait. C'est la même chose pour les pâtes. Maintenant, on a des industriels qui travaillent sur les pâtes algériennes et qui les industrialisent et qui les exportent. Donc voilà, on parlera et on entendra parler de plus en plus de pâtes algériennes. Les pâtes, spécialité algérienne méconnue. Alors la suite, 60 recettes sont dans le livre de Sherazade, Algérie, 60 recettes saines et savoureuses. Le nouveau régime méditerranéen femme en glucides, ça c'est la collection dans laquelle votre livre apparaît. Vous êtes le premier, je crois d'ailleurs. C'est le deuxième. Ils ont fait la Toscane. Toscane, ouais. Et là, c'est le deuxième. Mais au niveau des ventes, ça va être l'Algérie. Ouais. Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je suis fier, mais Beurre FM sont partenaires. Sont partenaires du livre. Non, mais au moins qu'on soit partenaire de votre livre. Ça fait Vous faites plaisir. partie de la maison Thierry Soucard, c'est l'éditeur. Vous écouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Sherazade, à très vite. C'est fait un plaisir. Merci et très belle journée. Santé sur Beurre FM.